réflexions autour de la ventilation naturelle à l'échelle urbaine et du bâtiment nous ont permis de bénéficier d'un bon potentiel aérolique. On peut concevoir ainsi de manière passive, sans ou avec un usage raisonné d'unités de climatisation. Reste un élément fondamental, le dernier élément de la conception en ventilation naturelle, la circulation aérolique intérieure. Nous avons vu dans les modules précédents que le taux de renouvellement d'air intérieur doit être de l'ordre de 15 volumeurs pour évacuer efficacement les surcharges thermiques. L'organisation des cloisons, des portes, des ouvertures hautes et basses demande une véritable réflexion aérolique afin que les courants de ventilation puissent effectivement se développer. Il faudra alors qu'en ordre de grandeur, la porosité des façades, mais aussi du cloisonnement intérieur, soit supérieure à 20%. L'aménagement intérieur devra être positionné dans l'axe de ventilation pour limiter les pertes de charge aérolique. De plus, le cheminement des parcours aéroliques doit préférentiellement irriguer les zones à occupation prolongée, telles que les chambres, les salons ou les bureaux, et dans les couches d'activité entre 30 cm et 2 mètres de hauteur. L'efficacité des trames aéroliques dépend aussi des types d'ouvertures, que ce soit une porte, une trappe ou une fenêtre. L'organisation de ces ouvertures intègre les contraintes acoustiques, l'intimité visuelle et la sécurité. Ces ouvertures doivent être réglables en fonction de la variabilité des vitesses de vent extérieures. Une stratégie aérolique intéressante est le concept de boîte, avec plafond de hauteur réduit à 2,1 mètres pour les salles d'eau et WC, dressing, rangement et locaux techniques. Ce concept permet de réaliser un espace où transite librement l'air, favorisant l'irrigation traversante et la décharge thermique. Le brasseur d'air est le dernier élément indispensable à une conception aérothermique globale. Il va permettre de générer des vitesses d'air permettant d'abaisser la température ressentie sur les usagers. Lorsqu'il tourne à plein régime, les vitesses d'air générées seront de l'ordre de 1 à 1,5 mètres par seconde, ce qui va induire une baisse de la température ressentie de 4 à 5 degrés. Nous rappelons que son usage doit être associé à une évacuation efficace des surcharges thermiques afin de ne pas brasser de l'air chaud. Le rendement et les performances aérodynamiques du brasseur d'air dépendent de son positionnement par rapport au sol, au plafond et au mur. En considérant D comme la longueur de la pale, dans de bonnes conditions d'implantation, le brasseur d'air traite une surface carrée de 3D par 3D. Aussi, lorsqu'on associe plusieurs brasseurs, il est important de garder une distance optimale de 2D. Il faudra également toujours préférer des brasseurs de grande dimension qui tourneront plus lentement qu'une multitude de petits qui seront obligés de tourner plus vite pour développer la même agitation de brassage. Un bon fonctionnement aérolique nécessite de bien penser l'agencement intérieur pour ne pas entraver la libre circulation de l'air. Par exemple, les cloisons intérieures doivent être dans le sens des vents dominants et non le contraire. Les brasseurs d'air vont permettre d'apporter des vitesses d'air sur les usagers, abaissant leur température ressentie. Les consommations électriques induites par ces brasseurs d'air seront bien moindres par rapport à une unité de climatisation. La ventilation naturelle traversante est très efficace pour des bâtiments ayant une trame relativement faible. Au-delà de 10 à 12 mètres de largeur de bâtiment, les pertes de charge aérolique seront importantes et la ventilation naturelle sera moins efficace. Dans ce cas précis, on peut avoir recours à une architecture en puits dépressionnaire, c'est ce que nous allons voir dans le prochain module.